c'est un excellent procès qui a été bien, en tout cas, organisé. Si je parle de l'organisation, je parle du déroulement donc, du procès, où des jeunes magistrats ont fait montre d'une très grande qualité de sagesse, de loyauté envers l'ensemble des parties, ont su assurer l'équilibre des armes entre l'accusation, la défense et les victimes, et ont su laisser tout le monde débattre, exposer et débattre ses moyens de défense. Pour un procès pareil, notez qu'il n'y a pratiquement pas d'incident. Cela veut dire que ces juges méritent qu'on leur dresse un laurier. Le procureur de la République aussi, malgré son réquisitoire très sévère, je dirais que peut-être c'est sa conviction. Je dirais aussi que peut-être il y a des éléments dont il n'a pas su se détacher, notamment le manque de sincérité des différents procès-verbaux de la gendarmerie, les erreurs commises sur le plan de la procédure, avec des situations qui ont permis de faire constater des inculpations tardives, ce qui annule la procédure. Des erreurs procédurales qui ont permis de constater que des délégations judiciaires ont permis aux autorités de la gendarmerie, aux officiers de police judiciaire, d'exercer des actes formellement interdits par la loi. Et le juge de leur donner des pouvoirs que lui-même il n'avait pas. Donc des manquements comme le défaut de signature des procès-verbaux par l'ensemble des parties. Donc ce sont des faits matériels qui sont constatables et qui permettent de dire que si en fait le droit est réellement dit, cette procédure sera annulée. Et je pense que ces jeunes pourraient avoir le courage de le faire. Parce que là, ils contribueraient grandement à une chose. C'est au-delà des textes et des déclarations formelles, des pétitions de principe, que les droits et libertés des citoyens soient définitivement sauvegardés. Parce qu'on saura qu'il y a des juges qui peuvent, après même 20 ans de détention, venir dire que c'est à tort que vous avez détenu ces personnes et laver effectivement leur honneur et leur considération en renvoyant à revoir les copies. C'est comme cela qu'il y aura effectivement des avancées sur la conquête de l'état de droit et sur l'égalité des citoyens et un traitement équitable et égal de tous les citoyens devant les autorités policières et devant les autorités de justice. Donc tous ces manquements ont été relevés. Et aussi, les inégalités dans le traitement du dossier, notamment par le juge d'instruction, qui, sur la base de simples alibis, a donné un non-lieu à des personnes dont on disait avoir participé à la tuerie ou avoir été à la réunion préparatoire donc de la commission des atrocités et d'avoir participé, d'avoir formé un groupement. Alors, tout le monde doit être traité également, n'est-ce pas, devant la justice. Et de ce point de vue, les personnes dont les alibis n'avaient pas été vérifiés par le juge d'instruction et les personnes dont les alibis ont été confortés
à la VAR et qui coïncidaient et établissaient exactement, mot pour mot, point par point, que ces personnes ne pouvaient pas participer à une réunion préparatoire ou que ces personnes ne pouvaient pas être sur le lieu du crime, devraient être acquittées. Et si on les prend, cela veut dire que sur les 12 accusés, sur les 14 accusés, les 12 seraient acquittés. Maintenant, pour ce qui est des 2 autres, sur les 12, il y en a 2 qui étaient poursuivis pour détention illégale d'armes. Donc, il n'est pas question que la chambre criminelle, en fait, justifie leur détention illégale. Parce que si la gendarmerie avait bien fait son travail, si les juges d'instruction successifs avaient bien fait leur travail, ils sauraient que l'utilisation des armes date de 2011. Or, ils étaient arrêtés en 2017. Donc que 2018. Donc les actions étaient prescrites pour l'un. Pour l'autre, un coupe-coupe. Quand j'ai demandé qui n'a pas de coupe-coupe chez lui, personne ne s'est signalé. Ce n'est pas par respect au tribunal, parce que chacun dans son intime conviction, même les juges, savent qu'il y a, surtout en cette veille de la fête de la Korité, où les Sérères et les Diola, déjà ont commencé à acheter de gros coupe-coupe pour le mouton. Donc c'est un élément, n'est-ce pas, d'utilisation dans tous les foyers et un élément nécessaire, et aussi c'est un outil professionnel de travail, surtout dans les lisières. Donc vous voyez que c'est vraiment à tort et par abus donc que Mamadou Lamine, Alioune Badara Sané, n'est-ce pas, a été poursuivi pour un coupe-coupe trouvé chez lui. Bon, si en fait c'est comme ça qu'on se donne la liberté de poursuivre les citoyens, alors nous tous nous avons les libertés qui sont menacées. Alors, pour maintenant ceux qui sont considérés comme étant les cerveaux, René et Ampoy, il a été démontré non seulement qu'aucun d'eux n'avait un lien direct ou indirect avec ceux qui étaient accusés comme étant exécutants de ce crime sordide. Aucune relation téléphonique, avant ou après. Il n'y avait aucun élément technique, aucun mail ne pouvait être échangé avec eux, puisque la plupart c'est des illettrés, et ils n'ont pas de moyens de se doter d'un moyen, d'un outil informatique. Ils n'ont pas aussi de téléphone haut de gamme où on pourrait les envoyer des mails. Et mieux encore, pour qu'ils puissent organiser et perpétrer, il faudrait au moins qu'il y ait une coordination, au moins une personne. On a été dans l'incapacité de désigner quelqu'un. Donc, les éléments techniques dont ils disposaient n'éclairaient en rien le tribunal. Surtout que ces éléments étaient fabriqués. On a pu projeter un mail de mon cabinet qui a été falsifié. Les caractères n'étaient pas les mêmes comme dans les mails reprochés à René. Et les dates et heures sont les mêmes à la seconde. Même pas frais, mais c'était la même seconde. Donc, lorsque on a le mot de passe, et c'est dans le dossier, alors on viole l'intimité de la personne. Ça devient une illégalité. Un officier de police judiciaire doit le savoir. L'intimité de la personne est inviolable. Et deuxièmement, lorsqu'ils ont arraché
par la violence et par la torture, les menaces et des traitements inhumains dégradants et atteint la dignité de René Vassen, pour que ce dernier leur donne son mot de passe, alors à partir de la remise, René n'est plus maître de son mail, de sa boîte mail, où les officiers de police judiciaire pouvaient entrer, pouvaient ressortir des éléments et falsifier des mails et le lui imputer. Donc il n'avait plus aucune responsabilité du point de vue légal. Et cette intrusion a une qualification en droit. C'est une perquisition illégale. Donc tout cela ne peut plus être opposé à René Vassen. Alors, les conversations entre Amfoy et René et César Atoute, personne n'est en mesure de nous éclairer sur le contenu de cet entretien qui a eu lieu bien avant la condamnation donc, des jeunes de Toubacouta. Mais il y a une lettre de Vramo Tongoul Sané. Vramo Tongoul Sané s'est suicidé. Mais sa lettre est à décharge. Parce qu'il dit qu'il n'a été mêlé ni de près ni de loin. Donc suspecté, il a préféré se donner la mort. Et s'il le dit, cela veut dire que sa rencontre avec César Atoute et Omar Amfoy Bodian n'avait aucun lien avec cette tuerie. Et deuxièmement, il dit que le comité, avec tous les sacrifices jusqu'à présent, est officieusement reconnu parce qu'il siège avec des autorités, il travaille avec les autorités, les eaux et forêts, la gendarmerie, la gouvernance, la préfecture, mais jusqu'à présent, il n'y a pas un acte officiel comme un récépissé leur donnant une existence légale. Que par voie de conséquence, lui, il a décidé donc de laisser tomber ce comité et il donne une indication. Et c'était le but de la réunion du 22 décembre. Donc au moins, là, on a des indications. Donc cette lettre qu'on a voulu utiliser comme élément de l'accusation, finalement, a été un élément à décharge pour notamment les instigateurs ou les complices présumés donc, de ce crime, à savoir René et Amfoy. En définitive, le juge a suffisamment d'éléments pour annuler la procédure ou, et je n'envisage pas honnêtement cette possibilité, aller au fond et acquitter tout le monde. Dans la mesure où, vous avez vu, tout le monde a suivi en fait les débats. Il y a eu des avis de qualification, n'est-ce pas, pour parvenir au prononcé de la réclusion criminelle à perpétuité en ligotant le juge pour ne qu'il puisse même pas faire jouer les circonstances atténuantes qui pourraient aboutir à une condamnation qui pourrait aller même de 5 à 10 ans. Donc on a voulu ligoter les juges, on a utilisé des textes de droit dans l'ordonnance de mise en accusation, alors que ce n'est pas articulé concrètement du point de vue des infractions, parce que ça ne pouvait pas coller. Et aussi, du point de vue toujours des éléments techniques, il s'est trouvé que finalement, les juges, j'espère qu'ils n'iront pas jusque-là, mais s'ils vont au fond, ils diront est-ce qu'il y a eu séquestration ou est-ce qu'il y a simplement assassinat, parce que les circonstances qui en fait sont des éléments qui font passer le meurtre à l'assassinat,
la préméditation et les guet-apens ne sont que les moyens de parvenir à l'exécution du crime. Donc, c'est des questions très profondes en droit qui sont posées aux juges par rapport à chaque infraction. Et aussi, les avocats ont démontré cas par cas en quoi ces faits ne pouvaient nullement être imputés à quiconque parmi ceux qui étaient au banc des accusés. Donc nous sommes très optimistes et nous pensons que le 13 juin, ils partiront de cette salle libres et sans menottes. Il n'y a pas de mouvement insurrectionnel. Vous avez suivi le débat technique. Les éléments constitutifs de l'insurrection armée ne sont pas constitués. C'est en fait un mouvement dirigé contre les institutions ou contre les biens de l'État ou dirigé contre des forces de défense et de sécurité. Alors que sur les lieux de crime, il n'y avait aucune force de défense ou de sécurité. Il n'y avait aucune action qui était entreprise pour empêcher aux forces de défense et de sécurité de parvenir au lieu, donc le creuset de tranchées ou bien les barricades. Il n'y avait rien de tout cela. En fait, ils ont parlé d'insurrection armée. Insurrection armée, simplement par une utilisation abusive du mot, et nous l'avons relevé, mais il était clair que le ministère public n'a même pas essayé d'articuler cela. Il s'est contenté de dire que l'acte qu'ils ont commis est un acte de guerre. Un acte de guerre contre qui? Donc, c'est la seule phrase qui a été prononcée et il est passé dessus. Mais en fait, la défense est très perspicace. Elle a pu serrer les infractions qui ne pouvaient pas être utilisées parce que ce n'était que des moyens de parvenir à la commission d'une infraction et des infractions qui n'avaient aucun élément constitutif et qui étaient là uniquement parce qu'on voulait ligoter les juges, n'est-ce pas, et les amener à prononcer la perpétuité, la réclusion criminelle à perpétuité, sans aucune possibilité d'avoir une marge de manœuvre, notamment de prononcer des circonstances atténuantes. Donc le débat technique et juridique, n'est-ce pas, a été mené sur l'ensemble de ces points. Et c'est ça qui, effectivement, aidera les juges, parce qu'au-delà des déclarations, au-delà des déclamations, au-delà des sentiments des uns et des autres, et de leurs convictions personnelles, c'est en définitive la loi qui, elle seule, guidera leurs convictions pour rendre leurs décisions.